Bonjour à tous et à toutes, je suis le Docteur qui et cette année sont célébrés les 60 ans de Doctor Who comme vous le savez probablement. Vous qui regardez mon travail, vous savez que Doctor Who est loin de se limiter à une série. C'est aujourd'hui, et même depuis longtemps, une franchise avec un univers riche qui s'est étendu sur tout support permettant de raconter des histoires tout en étant plus ou moins rentable. Pour célébrer le 60e anniversaire de Doctor Who, vous le savez, 3 épisodes spéciaux sont en chemin avec le retour de l'année 2008, personnifié en la présence de Russell T Davies, David Tennant et Murray Gold. Mais, tout comme pour les 50 ans de la série, il n'y a pas qu'à l'écran que l'anniversaire du Whoniverse est célébré. Et ça tombe bien, car en ce début de mai est paru chez Big Finish Doctor Who Once and Future Past Lives, la première partie d'une série de 8 épisodes audio, dont la dernière partie sortira pour les 61 ans. Problème d'agenda, j'imagine. Bref, on attaque aujourd'hui le premier chapitre de cette histoire, qui a été écrit par Robert Valentine et réalisé par Helen Goldwyn, qui est la réalisatrice des aventures du 9e Docteur chez Big Finish, et qui, je trouve, fait un travail formidable. Notre histoire commence ainsi. Pendant la guerre du temps, le Docteur subit une attaque, et alors qu'il est recueilli dans un hôpital des Seigneurs du Temps, il se met à subir une dégénération particulièrement instable. Passant par ses 7 premières incarnations, il quitte l'hôpital, obsédé par l'idée de retrouver ce qui lui a fait ça. Se stabilisant dans sa 4e incarnation, le Docteur se souvient que le moine était présent lorsqu'il a été attaqué par ce qui a provoqué sa dégénération, et il part à sa poursuite en utilisant un itérateur temporel pour le suivre à travers l'espace et le temps. Il tente de le coincer et de forcer la conversation, mais le moine, occupé à effectuer des transactions douteuses, se débarrasse du Docteur et, pour une raison qui le regarde, kidnappe Sarah Jane Smith juste après que le 4e Docteur, dans sa chronologie, ne l'ait déposé avant de repartir pour Gallifrey. Le Docteur suit le moine à Londres début 2010, mais détecte un vaisseau camouflé au-dessus de Glastonbury, qu'Unit a également repéré. Kate Stewart et Osgood se sont fait remarquer en détectant le vaisseau et sont attaqués par un guerrier IREF, très similaire à un crocodilien. C'est au moment où le Docteur matérialise son TARDIS au QG de Unit que le guerrier meurt de vieillesse. Le temps de faire connaissance et de se rendre compte que le TARDIS a pu entrer dans le QG de Unit qui est étanche à des arrivées de TARDIS, Kate, Osgood et le Docteur se rendent aux archives noires qui sont probablement menacées par le moine. Celui-ci, grâce à des dispositifs qu'il s'est procurés alors que le Docteur le poursuivait, a déjoué les systèmes de Unit et se sert de Sarah Jane Smith pour retrouver la source d'énergie des IREF, le Magna Graal, saisi par le Docteur et Sarah Jane quand ils travaillaient encore pour Unit ensemble il y a longtemps. Retrouvé par ses poursuivants, le moine explique qu'il s'est fait mettre des nanobombes dans le sang par son client, Monsieur Mallory. Il neutralise alors l'itérateur du Docteur et se casse avec le Magna Graal. Osgood révèle qu'elle a terminé un itérateur sur lequel le 3e Docteur a travaillé pendant son exil sur Terre, et nos héros vont l'utiliser pour retracer la position du moine à Glastonbury, où Monsieur Mallory, qui est en fait le leader des IREF, à savoir Galavant, emmène le moine et le Magna Graal à bord de son vaisseau pour réveiller son peuple qui est en hibernation prolongée. Le Docteur se matérialise à bord de son vaisseau et ordonne à Kate et Osgood de garder le TARDIS, mais elle l'ignore et confronte Galavant alors qu'il utilise le Magna Graal pour ressusciter son peuple. Mais finalement, il ne réussit qu'à donner aux IREF assez de vie pour pouvoir mourir de vieillesse. Galavant pleure son peuple et se rend à Unit qui a l'intention de le placer dans une maison de retraite pour extraterrestres. Le Docteur neutralise les nanobombes du moine et comprend que la guerre du temps est dans l'avenir de celui-ci, ce qui signifie qu'il n'a aucune connaissance de l'arme de dégénérescence qui a été utilisée sur lui, et le moine ne peut que lui suggérer de rendre visite à sa fille, que le Docteur ne connaît pas encore, pour trouver un moyen de retarder les effets de l'arme avec l'appui d'un ADN identique au sien. Le Docteur charge le moine de ramener Sarah à son époque et recommence à changer d'apparence. Disant au revoir à Sarah, Kate et Osgood, et partant dans son TARDIS, il promet de continuer à se souvenir qu'Unit est là pour lui. Bien, cet épisode est plutôt sympa. Il nous offre une belle réunion avec Sarah Jane Smith, jouée non pas par notre regrettée Elizabeth Sladen, mais par sa fille Sadie Miller, qui s'en sort superbement bien justement. Et en évoquant Sadie Miller, ça me fait une transition pour parler des docteurs classiques qui nous ont quittés, mais qui, chez Big Finish, ont été recastés. Ainsi,
Dans l'intro de cet épisode, on peut entendre les voix de Stephen Noonan, qui est la nouvelle voix du premier Docteur, succédant à David Bradley que nous avons revu dans Power of the Doctor, de Michael Troughton, qui a repris le rôle de son père avec Beyond War Games, et qu'on a déjà pu voir jouer dans la série un autre personnage dans Last Christmas, et Tim Treloar, qui avait été choisi pour incarner vocalement le troisième Docteur dans The Light at the End, l'audio qui célébrait les 50 ans de Doctor Who, et qui depuis a continué de faire vivre le conseiller scientifique de UNIT à travers une pelletée d'histoires. Même si pour l'instant on les a entendus un court instant, j'espère qu'ils seront davantage présents et pas trop laissés de côté par la suite. Dans cet épisode, une voix est manquante et c'est celle de McGann, car c'est bien son docteur à lui qui subit la dégénération. Il finit par se stabiliser sous la forme du 4e Docteur, et j'avoue que j'aurais aimé entendre le 8e, et pas seulement parce que c'est mon Docteur préféré, mais parce que dans l'épisode des 50 ans The Light at the End, que j'ai déjà mentionné, les Docteurs de Paul et de Tom avaient été mis en duo, et j'appréciais beaucoup leur dynamique. Donc je trouve ça cool, quelque part, que, partant de 8, il se stabilise en 4, qui est une des incarnations avec laquelle il a le plus d'affinité. Même si quelque part je suis certain que c'est de la faute du téléfilm de 96 qui nous agitait sans cesse des références au 4e Docteur à travers le 8e, comme les Jelly Babies par exemple. Niveau ref d'ailleurs, j'en ai capté une qui m'a fait sourire, à savoir que le moine, ici joué par Rufus Hound, utilise le nom d'emprunt Thelonious, qui se prononce Thelonious. Oui, alors, ça veut dire félon, mais c'est pas ça le plus important. Il faut savoir que c'est le nom que le moine a employé face au Docteur quand le personnage, alors interprété par Graham Garden, a fait son grand retour chez Big Finish dans The Book of Kells dans la dernière saison des 8th Doctor Adventures. Et en parlant du moine, on va parler de ce qui ne va pas dans cet épisode. Il n'y a aucun problème avec Unit, Kate et Osgood, que j'apprécie beaucoup, et qui, je le précise, n'ont pas encore connu les événements du jour du Docteur. L'action se passe en 2010. Le problème de cet épisode est dans la relation entre le moine et le Docteur. Le Docteur a beau être avec son 4e visage, ça n'enlève en rien ses souvenirs et son vécu. Et sachant qu'on est parti de sa 8e incarnation, on sait que le Docteur déteste le moine à cause de tout ce qu'il s'est passé avec le Dalek contrôleur temporel et avec la coalition du malheur qu'on abordera après Dark Eyes. Et là, pendant un bon quart de l'épisode, le Docteur poursuit le moine mais sans animosité, il veut juste lui parler, mais il n'y a pas d'amertume. Ou quoi ou qu'est-ce? Pire encore, le Docteur demande au moine de ramener Sarah Jane Smith chez elle. Il a juste perdu 2 amis, Lucy et Tamzin, ainsi que Alex, son arrière-petit-fils, par la faute du moine, mais il lui confie Sarah Jane, que le moine a kidnappé plus tôt dans l'épisode. Tout va bien. Ah, aussi dernier défaut de cet épisode, et qui n'est pas des moindres, la couverture de cet épisode, de la version standard, a été réalisée par Lee Johnson, qui fait des couvertures pour Big Finish depuis quelques années. Elles sont quand même assez belles, mais bon, était-ce vraiment obligé de mettre dans la main de ce Hyreth une épée en fer de Skyrim ? Attendez, ça c'est la version de base, mais il existe aussi une version avec le logo qui correspond à l'époque du Docteur présent. Et là ça se voit un peu mieux car on remarque la garde. Mais bon, c'est du pinaillage à ce niveau et c'est clairement pas aussi gênant que la relation entre le moine et le Docteur dans cet épisode, vous en conviendrez. C'était assez rapide finalement, mais voilà pour ce qui est de la première partie de Once and Future. J'ai plutôt apprécié cet épisode malgré les défauts que j'ai pu soulever. Sachez qu'un épisode devra paraître tous les mois, à l'exception du mois de novembre qui sera tranquille. Et apparemment, d'après les prévisions, 2 épisodes sortiront au mois d'octobre prochain. Donc j'ai l'impression qu'ils laissent vraiment le mois de novembre en mode « Allez, laissons la série TV être sur les feux de la rampe ». Alors ça peut se comprendre, hein, l'épisode des 50 ans en audio était sorti un peu en avance déjà pour des raisons de fuite et aussi pour pas que les calendriers se bousculent entre la sortie du jour du Docteur et de celui de The Light at the End. Mais bon, est-ce que c'était une raison suffisante pour repousser la sortie de la partie finale de cette aventure Once and Future à 2024 ? Je n'en suis pas si certain. Mais bref, d'ici là vous, portez-vous bien, c'est le plus important.